Aix-en-Provence, 5 h du matin. La caserne de pompiers est en état d'alerte. En pleine nuit, un incendie vient de se déclarer dans un quartier sensible de la ville. Les flammes menacent plusieurs bâtiments. Tous les moyens possibles sont mobilisés. C'est quel camion? Là, c'est tous les camions. Sirènes hurlantes, dans les rues de la ville, 2 camions citernes filent à toute allure. On va passer une sale nuit quand même. La nuit va être intense pour Cyril et les soldats du feu. Encore une intervention en centre-ville. Des brasiers, souvent d'origine criminelle. Sur place, l'incendie est plus important que prévu. Oscar 036 confirme 2 VL en feu à 100%. 2 voitures sont en flammes sur le parking d'une résidence. Le brasier pourrait se propager aux arbres et surtout aux autres voitures. Leur réservoir d'essence pourrait exploser. Cyril prend les commandes des opérations. Arnaud, tu te protégeras par le véhicule au départ. Ok. Tu essaies de trouver une alimentation s'il te plaît. Vu l'importance de l'incendie, Cyril a peur que l'eau des camions-citernes ne suffise pas. Il cherche un moyen de se raccorder à l'eau de la ville. Des feux comme celui-ci, il y en a de plus en plus dans cette zone. Donc on se trouve à La Pinette, un quartier un petit peu sensible sur Aix, dans le contexte dans lequel on est sanitaire. Là je pense qu'au niveau des quartiers, ça va un peu se rebeller. Une partie de la population ne supporte plus le confinement. Ennui ou dépression, les actes de vandalisme se multiplient. Une situation qui met Cyril et les pompiers sous pression. Tu mets à 250, il n'y a pas d'alimentation pour le moment. Allez les gars, on attaque, allez. La lance peut débiter jusqu'à 500 litres par minute. Cyril divise son débit par 2 pour économiser l'eau du camion. Essaye de trouver quelque chose autour là. Le problème sur lequel on doit être vigilant, c'est qu'on n'a pas d'alimentation sur l'engin, parce que le poteau est HS. La borne rouge incendie ne fonctionne pas. Pour les pompiers, aucune source à laquelle se raccorder. Le niveau d'eau des citernes baisse. Si les flammes se propagent aux autres véhicules, le brasier sera difficile à maîtriser. Arnaud, reste à distance pour le moment. Les pompiers doivent d'abord assurer leur sécurité. Cyril va prendre le feu à revers. C'est ce que tu fais par l'arrière. Vu que c'est bien ouvert, tu rentres bien dedans. Un feu qui ne se serait pas déclenché tout seul. Un des 2 véhicules en flammes est une camionnette professionnelle. Apparemment, c'est 15 frigorifiques, ça. Je crois que tu peux prendre le feu comme ça, là. Non, c'est 15 frigorifiques. À l'arrière du véhicule professionnel, le meilleur des combustibles. C'est 15 frigorifiques qui transportent du bois. C'est un peu bizarre, quoi. Mais bon. Sans travail, des professionnels préféreraient mettre le feu à leur matériel pour toucher de l'argent. Ça peut être un coup d'assurance. Ça arrive comme ça à 5 h du matin, 2 véhicules comme ça. Il y a très peu de chances que ce soit sur un départ électrique ou autre. Des actes criminels qui mettent en danger la vie des pompiers et celle des résidents, réveillés en sursaut. Oui, on habite juste là. En fait, on a été réveillés par les explosions. On a vu ça par nos fenêtres. Vous avez peur pour vos voitures? Alors, peur pour nos voitures, oui. Donc, on essaye de se garer entre plusieurs immeubles pour qu'il y ait des vis-à-vis. Des fois, c'est même en journée. Des habitants des quartiers populaires qui souffrent de ces actes de délinquance. Il y a des endroits plus sensibles que d'autres et que quand on est dans des logements HLM comme ça, je pense que souvent c'est plus difficile. Le feu est enfin maîtrisé. Allez, coupe. Écarte le tuyau. Cyril et les pompiers d'Aix-en-Provence terminent leur mission presque au petit matin sur les rotules. C'est quand même fatigant et éprouvant. On y a très peu dormi et être de garde depuis hier matin, 7h15. Mais voilà, ça fait partie du métier. Comme tous les Français, les pompiers d'Aix-en-Provence sont fatigués. Mais ils ne baissent pas les bras malgré la crise et la détresse sociale. Ils restent en alerte 24 h sur 24 pour porter secours à la population. Dans le sud-est de la France, situé à une trentaine de kilomètres de Marseille et de la Côte d'Azur, Aix-en-Provence. Une ville de 150 000 habitants avec 300 jours de soleil par an. Une cité antique avec une activité économique intense et un pôle touristique qui accueille plus de 800 000 touristes par an. Au nord de la ville, la caserne de pompiers, parmi les plus actives de France.
Basés dans ce bâtiment historique, les pompiers enchaînent jusqu'à 70 interventions par jour. Un record. Sur le réseau routier qui quadrille la ville, des accidents de la route très spectaculaires. Ah, c'est que des blessés graves là. Tu restes les yeux ouverts, tu restes avec nous? Sur la commune d'Aix-en-Provence, une des plus grandes de France, une montagne mondialement connue. La Sainte-Victoire. Sur les arêtes du massif, les pompiers prennent tous les risques pour secourir des alpinistes en péril. En ville, les incendies criminels se multiplient. Là, quand on ouvre, on a le risque d'avoir énormément de fumée, mais on a zéro visibilité. Des feux qui mettent la vie des pompiers et des habitants en danger. Pour compliquer leur mission, la pandémie de Covid-19 a plongé les Français dans l'angoisse. J'ai mal au Et cœur. c'est depuis que vous prenez. J'ai ça dans les bras. La dépression et les problèmes cardiaques ont fortement augmenté. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien des 300 pompiers d'Aix-en-Provence. Comme Tonin, 45 ans, pompier depuis bientôt 20 ans. Ça va jeune? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? De rien. Calme et pragmatique, il va faire parler son expérience pour porter secours aux victimes d'un accident de la route. Je donne l'ordre. Allez, ici. Voilà. Stéphane, 50 ans, un vrai passionné. Chez lui, on est pompier à Aix depuis plusieurs générations. Je vais voir ce que c'est. Formé aux incendies majeurs, il va s'attaquer à des feux criminels qui menacent une cité d'Aix-en-Provence. Vous découvrirez aussi William, 32 ans. Il est membre du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Mais si on a l'habitude, il y a un risque de tomber. Dans des conditions extrêmes, il va secourir un alpiniste grièvement blessé. Au cœur d'une période sous haute tension, immersion avec les pompiers d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, une ville de 150 000 habitants qui s'étend sur près de 20 hectares. Aux heures de pointe, le trafic routier est très dense entre ville et campagne. À l'ouest de la ville, des milliers d'usagers empruntent tous les jours l'autoroute A51 qui relie Aix-en-Provence à Marseille. Des axes avec de nombreux accrochages. Attention les bouts de verre. En périphérie, un vaste réseau de routes départementales est lui aussi très emprunté. Des anciennes nationales déclassées, avec des lignes droites propices au dépassement et à des collisions spectaculaires. En cette fin d'après-midi, les pompiers d'Aix-en-Provence viennent de recevoir un appel d'urgence. Tonin, 45 ans, embarque dans un camion en tenue de feu. Un grave accident de la route vient de se produire. Sur la scène de l'accident, c'est la confusion. Les pompiers ont un mauvais pressentiment. Oh merde. Oh, ça a tapé là, mon pote. L'accident a fait plusieurs victimes. Sur la départementale à double sens, le conducteur de la voiture blanche aurait doublé malgré la ligne continue et percuté la voiture grise qui venait en face. Le choc a été terrible. L'avant de la voiture grise est pulvérisé. Le SMUR de l'hôpital et la police sont déjà sur place. Pas de feu à éteindre, mais Tonin et les pompiers vont tout donner pour aider à sauver la vie des blessés. On va prendre des gants dans l'ambulance, on va aller les aider. Tonin craint le pire. Bah, pour l'instant, il y a 3 graves. Voilà. On peut en dire plus pour le moment. Non, absolument rien pour l'instant. Il y a l'hélicoptère qui va arriver, là, qui va se poser là-bas. Il faut transporter les blessés de toute urgence à l'hôpital. 3 victimes en détresse vitale. C'est quand même un gros accident, ouais. C'est quand même un gros accident. En attendant l'hélicoptère, les secours tentent de maintenir les victimes en vie pour les transporter aux urgences. La voiture grise n'a pas tenu le choc. Le SMUR et les pompiers tentent de réanimer le conducteur. Dans l'autre voiture, 2 blessés graves d'une vingtaine d'années. L'un des deux a pu s'extraire du véhicule. Voilà, on l'allonge. On l'allonge. Les reins où? Montre-moi. Il est pris en charge par Tonin. On va lui faire un maintien de tête, s'il te plaît. Prends-moi vite un collier cervical là-bas. Tu bouges plus, d'accord, jeune? Quel âge t'as? 19 ans. T'es dans la voiture où il y a l'autre jeune, c'est ça? Au moment du choc, la victime était sur le siège passager. Ça va, jeune? Tu te rappelles de tout ou pas? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? De rien? Tu sais pas où tu allais? Vous étiez combien? Tu sais plus? Avec le choc émotionnel, le jeune homme a perdu la mémoire. C'est ce que l'on appelle une amnésie traumatique. On va te poser un collier cervical, d'accord?
Le dos aussi a été touché. On va te soigner. Ce qu'il y a de très très important, c'est que tu bouges plus la tête. Ouais, d'accord. Est-ce que tu arrives à bouger quand même tes pieds? N'essaie pas de le faire, mais est-ce que tu arrives? Le gauche, ouais, dis-moi. J'ai du mal. Le gauche, tu as du mal? Ouais. Regarde voir le lésionnel, jambe gauche. Des lésions au dos et des difficultés pour bouger un membre inférieur. Est-ce que tu prends la commande? Prêt? Ok. Allez, en avant. Le jeune homme sera évacué par la route vers les soins intensifs de l'hôpital. Son camarade, qui conduisait la voiture blanche, est resté coincé dans l'habitacle. Il est grièvement blessé. Est-ce qu'on a réussi à avoir des constantes? Un médecin des pompiers tente d'en savoir plus sur son état de santé. Avant d'extraire le jeune homme du véhicule, les pompiers vont soulager sa douleur avec un puissant sédatif. Combien tu pèses? 60 kilos. Tu peux lui pousser de la morphine, s'il te plaît? Ouais, combien tu veux? Pousse-lui 2. Ouais, merci. Malgré les calmants, le jeune homme souffre. Il a de multiples fractures. Il a un fémur sensiblement cassé en 2 endroits, là, il fait un angle bizarre. Il a 13 de tension. À l'impact, le tableau de bord s'est affaissé. Les jambes du conducteur sont coincées sous le plastique et la tôle froissée. C'est quoi la priorité maintenant là? Parce que Désincarcérer cette victime pour qu'elle soit prise en charge également par le toubib. c'est dans quel état à peu près ou... Ah, c'est que des blessés graves là. La désincarcération, c'est un vrai travail de précision. Si je coupe ici, je suis pas dedans? C'est bon, vas-y. Avec une pince hydraulique surpuissante, les soldats du feu s'attaquent à la carcasse de la voiture. L'objectif ? Retirer le toit pour extraire la victime sans aggraver son état. Les pompiers maintiennent le dialogue avec la victime pour l'empêcher de dormir. Tu restes les yeux ouverts, tu restes avec nous? Les soldats du feu cisaillent les arceaux qui relient le toit et la carrosserie. La pince est lourde et la tôle très résistante. Attendez les gars, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Au bout de 15 minutes, Là normalement. Voilà mon gros. le toit cède enfin. Tu peux lâcher. Mais la victime n'est pas sortie d'affaire. Polytraumatisée, il faut vite la transporter à l'hôpital. L'extraction commence. Tiens la cuisse qui va me gêner là. Voilà, nickel. Tonin va tenter de faire glisser le blessé sur une planche en plastique. Est-ce que tu veux que je sorte en même temps un petit peu le plan dur et en même temps que tu le hisses? Oui. Alors, de 10 cm, ok les gars? Claude, je donne l'ordre. Allez, hissez. Voilà. La manipulation est difficile pour les pompiers et douloureuse pour la victime. Je le tiens, vas-y. D'agresse, il veut que le brancard Les gars, soit dans le bon sens, occupez-vous de la il est à tête là, l'envers. s'il vous plaît. Les pompiers ont fait appel à Dragon, l'hélicoptère de la sécurité civile, le moyen de transport le plus rapide pour rejoindre l'hôpital de Marseille. On va le mettre en réanimation là, Timon. La victime est chargée dans l'hélicoptère médicalisé. Les pompiers tentent de réconforter le jeune homme avant le décollage. On va rester avec les médecins, d'accord? Ça a été courageux, hein? Allez, bon courage à toi. Et il lui en faudra du courage. Son état est préoccupant. Le conducteur de la voiture aura besoin de plusieurs mois pour récupérer l'usage de ses jambes et de plusieurs années pour atténuer les séquelles psychologiques de ce terrible accident. Pour le conducteur de l'autre voiture, Tonin n'y croit plus beaucoup. Malheureux. T'as vu la voiture? Des interventions qui marquent encore les pompiers les plus aguerris. Tu es obligé de faire le boulot là, tu réfléchis pas, hein. Tu fais faire ce qu'on peut pour aider. Voilà. Quand on peut. Le bilan est très lourd. On a eu une première victime, mais malheureusement, on n'a pas pu la réanimer. Et on a 2 autres victimes graves. C'est urgence vitale. Avant l'arrivée des pompiers, 2 jeunes qui roulaient sur la départementale au moment de la collision ont donné les premiers secours aux victimes. Quand il n'y a personne, il n'y a pas de cadre, entre guillemets, il n'y a pas les pompiers, donc on ne sait pas quoi faire, on est débordé. Les 2 jeunes ont tout tenté pour sauver les blessés les plus touchés. Du coup, j'ai commencé le stage cardiaque, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et quand on assiste à ça, ça refroidit, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Le temps s'arrête un peu quoi. La vie tient un fil, un seul petit fil. 2 témoins marqués pour longtemps par cette tragédie. Comme pour chaque accident majeur, c'est l'heure du débrief pour les pompiers. Bon, ben moi, je tiens à vous remercier de ce que vous avez fait. Est-ce que parmi vous, il y a des blessés? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de personne? Psychologiquement? Ok. Voilà. Messieurs, dames. Merci. Tonin reste solide mentalement. En 20 ans de service,
il a déjà assisté à ce genre d'accident. D'un point de vue psychologique, on l'assume de plus en plus, voilà, ou au contraire, pour les jeunes, s'ils ont besoin d'une assistance, je pense que c'est très bien, ils peuvent l'avoir à tout moment. En 2019, 3800 accidents ont été comptabilisés. Une centaine de personnes ont perdu la vie sur les routes des Bouches-du-Rhône. À Aix-en-Provence, les pompiers misent beaucoup sur l'apprentissage et sur la relève. Les pompiers d'Aix forment chaque année une centaine de jeunes sapeurs-pompiers, les fameux JSP, des élèves de 13 à 17 ans qui rêvent de porter secours et l'uniforme. C'est leur premier jour. C'est leur premier jour, tout à fait. Ce matin, à la caserne, c'est le premier jour de formation pour une vingtaine de jeunes en classe de 4e et de 3e. C'est tout bon, Valentin? Des minots, pas encore tout à fait à l'aise avec la tenue réglementaire. Votre casque sur la tête, quelqu'un l'aide? À 13 ans, troquer son casque de vélo pour le casque de pompier, c'est toujours un moment impressionnant. C'est tout nouveau pour eux, on voit qu'il y a un peu des petits soucis de tenue. Pareil, on a un peu des difficultés pour les habiller. Pour certains, il manque encore les tenues à leur taille. Une fois habillés, c'est l'heure du premier rassemblement de leur vie de pompier. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, c'est joli de vous voir comme ça. Dans tous les cas, c'est votre premier jour. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer un peu les techniques du garde à vous. Un garde à vous, il s'effectue comme ça, on est jambes légèrement écartées. Alors, de garde à vous, tout le monde rassemble le pied gauche qui vient, d'accord? Les mains bien droites, d'accord? Et on essaie de garder une posture droite. Pas avachie, pas les mains comme ça, pas comme ça. Des jeunes élèves de niveau 1 qui espèrent bien franchir toutes les étapes pour devenir soldats du feu. 4 ans de formation difficile, avec des entraînements incendie en situation réelle. À quelques kilomètres de la caserne, la clinique désaffectée du parc Rambaud. C'est là que les élèves de dernière année préparent leurs derniers examens. Avant d'être lancés dans le grand bain, ces ados de 17 ans passent un dernier test important, éteindre un incendie dans une clinique. Allez les gars, moi je suis en tenue. Allez. Prenez tout le matériel, messieurs. En avant! Les jeunes se précipitent dans la clinique pour trouver le départ de feu. À ce stade de la formation, les élèves ne portent pas encore d'appareil respiratoire isolant. Attention au câble! Le feu il est derrière la porte elle est fermée. Et normalement, qu'est-ce que vous faites? Le totem, c'est-à-dire? Le totem. Toucher, ouvrir, observer, tester, s'engager. Un acronyme à respecter avant de s'attaquer à un incendie. Regarde la température de haut en bas. Très bien, je touche. Je regarde s'il y a de la fumée qui sort. J'observe. Après, je vais tester. Ouais. Le jeune pompier envoie un petit jet d'eau pour tester la chaleur ambiante. Très bien. Là, les gouttes sont retombées. Là, ça retombe. Donc, qu'est-ce que tu fais? On peut avancer. Très bien. Engagement minimum. Engagement minimum. Super, les gars. Les jeunes appliquent les enseignements à la lettre. Ils progressent dans la pièce en feu. Valentin est très fier de ses poulains. Allez, fin de manœuvre. Je suis fier d'eux. Hein. Non, franchement, ils m'ont fait une bonne manœuvre, là. Un test réussi pour des jeunes sapeurs-pompiers, formés par des instructeurs engagés comme Valentin. Je suis volontaire depuis 3 ans passés. Et je suis professeur des écoles à côté, dans les quartiers nord de Marseille. Et le fait d'être rentré chez les pompiers, j'ai eu envie aussi de former les jeunes pour qu'ils soient l'avenir des pompiers. Des jeunes avec une motivation sans faille. Depuis tout petit, je veux faire pompier. Rien ne m'arrêtera. Là, c'est ma dernière année. J'ai le brevet de fin d'année à la fin de l'année. Et si je le réussis, je serai pompier volontaire et j'aurai pour moi tout réussi. Et encore beaucoup à découvrir. Des adolescents, tout proches d'atteindre leurs rêves. Être un jour envoyés au feu. Continuez comme ça va le faire. Je crois en vous. Ok? Merci. Bonne soirée, vous pouvez rejoindre vos papas et vos mamans. Merci. Bonne soirée. À Aix-en-Provence, depuis quelques mois, les feux de broussailles et les incendies en centre-ville se multiplient. Des brasiers souvent d'origine criminelle qui mettent des familles entières en danger. Des voitures et des maisons qui brûlent, mais aussi des barres d'immeubles. 2 camions-citernes quittent la caserne d'Aix-en-Provence. Stéphane prend les commandes des opérations. Un feu vient de se déclarer dans un immeuble des quartiers sensibles de la ville. À l'entrée de la cité, Stéphane cherche immédiatement un point d'eau.
info si on a besoin. Le poteau, il est là. Juste à l'entrée, à droite. Le poteau, la fameuse borne rouge des pompiers. Une source d'eau située à moins de 200 mètres de toute zone habitée, au cas où l'eau de la citerne du camion ne suffirait pas. Mets-toi juste là au niveau de la voiture. Avance, avance, avance. L'immeuble qui brûle est collé à tous les autres. Le feu pourrait se propager aux autres bâtiments. Le bat, il vient avec moi. La priorité pour Stéphane, la sécurité des habitants. Vérifie-moi tous les gens qui ont été évacués. Les pompiers vont maintenant chercher le départ de feu, l'origine de l'incendie. Je vais voir ce que c'est. De la fumée noire sort des caves de l'immeuble. Tonnerre, la porte, elle est là de la cave. Fumée qui sort juste de là. Le feu a pris dans les sous-sols du bâtiment. Des caves en enfilade, reliées les unes aux autres. Il faut intervenir en urgence pour éviter une propagation. J'ai un binôme qui va rentrer pour refaire la recherche du point chaud. Tonnerre, le point d'engagement, c'est la porte d'entrée qui est juste là. Pas le temps de réfléchir au danger. Tonin n'a qu'un seul objectif. Accéder, trouver le feu et l'éteindre. Descendre dans la cave en feu, une mission dangereuse. La fumée s'accumule et la chaleur augmente rapidement dans les caves. Je te fais mettre un binôme en sécurité. 2 autres pompiers, prêts à intervenir pour secourir Tonin et son collègue en cas d'accident. L'intervention s'annonce difficile. Là, quand on ouvre, on a le risque d'avoir énormément de fumée, mais on a zéro visibilité. Une mission qui va se faire presque à l'aveugle. La cave, ouais. Je sais pas comment elle est foutue. Allez, ça va, je te tiens au courant par radio. Avant de descendre dans la cave, Tonin et son binôme enfilent un appareil respiratoire isolant relié à une bouteille d'air. Un moyen de respirer dans les fumées toxiques. Vas-y, vous êtes prêts? Envoie-moi l'eau. Tonin teste la pression de sa lance. Un débit maximum de 500 litres d'eau par minute. Allez, go. Les pompiers vont entrer dans l'arène. Tonin ouvre la porte. Une épaisse fumée noire envahit le hall. Tonnerre, tu me dis ce qu'il en est par radio. Pour évaluer le danger, les pompiers testent la température ambiante en envoyant de l'eau dans les nuages de fumée. Les gouttes retombent sans s'évaporer. La chaleur est supportable. Tonin et son collègue empruntent l'escalier qui mène aux caves. La progression est difficile, la visibilité réduite. Les flammes sont toutes proches. Les pompiers s'attaquent au brasier. Bien reçu, là, je me parfais l'extinction. Le premier foyer est éteint. Les pompiers progressent. La chaleur est de plus en plus intense. Il y a un foyer? Bien reçu, tu me tiens au courant pour le deuxième foyer. Un second incendie s'est déclaré. En bas de l'escalier, c'est toute la cave qui est en train de brûler. Les pompiers se mettent en retrait. Ils vont éteindre les flammes à distance. Bien reçu, feu éteint pour le deuxième foyer. Stéphane peut descendre pour une première reconnaissance. Du coup, les gars, vous avez éteint combien de foyers 3 feux. Oh. Et avec un seul binôme? Ah, ok. Tonin et son collègue ont réussi un petit exploit, maîtriser 3 départs de feu, dont l'origine reste à déterminer. Combien de feux là? Il y a une zone de feu. Au fond, c'est-à-dire que tu marches une vingtaine de mètres. D'accord. Un scooter qui a brûlé. Des feux qui se déclenchent dans un local ou sur un tas d'ordures. Un scooter complètement calciné. Pour Stéphane, pas de doute, le feu ne s'est pas déclenché tout seul. Quand il y a plusieurs foyers comme ça, c'est criminel. C'est vraiment des feux récurrents qu'on a souvent dans les caves pour faire chier le voisin, pour emmerder le voisin, pour brûler un scooter volé, pour brûler des pièces à conviction, on ne sait pas. Les pompiers vont devoir disperser les fumées toxiques. Essaye de me voir si t'as pas un endroit où il y a une ventilation. Les fumées auraient pu monter dans les appartements. Le risque que les gens soient bloqués dans les appartements avec les fumées et qu'il y ait une propagation verticale par les gaines techniques. Ça peut devenir un drame. Pour accélérer la ventilation, les pompiers disposent d'un ventilateur surpuissant. À l'arrière du bâtiment, les fumées s'échappent par les grilles d'aération.
C'est à travers ces grilles que des premiers signaux de fumée ont été repérés par des jeunes du quartier. Qui c'est qui a appelé les secours là? Et c'est moi qui les ai avertis qu'il y avait... C'est vous qui avez vu le feu en premier alors? Vu que moi j'ai vu les flammes sortir. Du coup j'ai hésité à ouvrir, je m'étais mis dans le Faut pas rester ouvert. Les petits ont bien fait de ne pas ouvrir la porte des caves. Quand tu ouvres une porte, le danger c'est que comme tu amènes de l'air d'un coup, donc ça risque de faire une explosion. Un incendie qui aurait pu coûter la vie à ses enfants, des gamins reconnaissant vers les soldats du feu. C'est les pompiers qui ont éteint le feu. Ouais, bah oui, tout le mérite. Une fois toutes les fumées toxiques évacuées des caves, reste à s'assurer que les incendies ne vont pas reprendre grâce à une caméra thermique. Vérifie juste s'il n'y a pas de point chaud, qu'il n'y ait pas de reprise. Tout le brillant qu'on voit, c'est ce qui est potentiellement un peu chaud. Mais tant qu'on n'a pas de rouge dessus, c'est qu'on n'a pas de partie vraiment chaude. Tonin et son collègue ont fait preuve de courage pour éteindre les 3 feux qui ont ravagé les caves. Des pyromanes de plus en plus dangereux. Qu'il y ait plusieurs foyers comme ça, c'est rare. Un gros foyer, un feu de cave, oui, c'est courant. Mais qu'ils nous mettent le feu à plusieurs endroits, c'est quand même assez rare. Des incendies qui commencent à sérieusement irriter les habitants. Le propriétaire du scooter calciné est très en colère. Et ouais, puis 1000 €, je sais même pas s'il a assuré, je sais même pas comment ça va se passer. Et les portes des caves, on n'avait pas les clés, on ne peut pas fermer. Et du coup, voilà. On a perdu l'emploi. Heureusement que c'est pas plus grave. Fataliste, les habitants vont pouvoir regagner leur appartement. Allez maman, on rentre. Non, on rentre, non. Pour Stéphane et les pompiers, la mission est terminée. Ça a été parfait. Pour moi, tout s'est très bien déroulé, vous avez super bien bossé. Vous avez rencontré des problèmes autres que ça? Les débriefs, c'est surtout pour les plus jeunes. Stéphane est pompier à Aix depuis 4 générations, 34 ans de service, et il est très fier de la relève. On a des très bons jeunes à Aix. Et travailler avec eux, c'est un plaisir. Des pompiers qui ont besoin de toute leur force vive. Les soldats du feu n'interviennent pas que dans les zones urbaines pour éteindre des incendies. La commune d'Aix-en-Provence s'étend sur près de 20 hectares, avec de vastes zones boisées et montagneuses. Le territoire du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Sa mission, réaliser des sauvetages dans les endroits les plus inaccessibles. Le Grimpe, c'est un peu les forces spéciales des pompiers. Intervenir là où le pompier classique ne peut pas aller. Comme sur les versants très escarpés de la montagne Sainte-Victoire. Une montagne escaladée par des milliers d'alpinistes plus ou moins confirmés tout au long de l'année. Des virées dans la Sainte-Victoire qui parfois se terminent mal. 14 pompiers de la caserne d'Aix-en-Provence font partie du Grimpe, une qualification que William a obtenue il y a 2 ans. Le centre de traitement de l'alerte des pompiers des Bouches-du-Rhône a reçu un appel de détresse. Un alpiniste est grièvement blessé. 10-13 le Grimpex. Ok, ça va, pas de souci, allez, on arrive. Il y a eu une chute de rocher, il avait un casque sur la tête, le casque est fendu, perte de connaissance, saignement abondant de la tête. Pour information, il y a des pavés qui continuent à tomber, on risque d'avoir un suraccident, d'avoir d'autres victimes. L'alpiniste est avec d'autres personnes sur la même cordée. À l'arrière du 4x4, William est concentré. Inconscient, l'alpiniste est suspendu à flanc de montagne, au bord du vide. Ça veut dire qu'il serait sur les crêtes. Là, on va intervenir directement sur la Sainte-Victoire. Les pompiers s'approchent au maximum du massif emprunté par les alpinistes. Pour sauver la victime, le Grimpe va mettre toutes les chances de son côté en essayant de la localiser, à la fois par les airs et à pied. J'attends l'hélico et on va essayer de faire l'approche avec l'hélico malgré le vent. Il y a une équipe qui va monter à pied et moi je vais attendre la machine, voir si c'est possible de faire le tournage. En attendant l'hélicoptère, William et ses collègues reprennent le 4x4 pour trouver le départ d'un sentier et rejoindre la victime à pied. Pour la localiser, les pompiers ont réussi à joindre ses compagnons de cordée. Vous êtes en train d'escalader? Vous êtes sorti du couloir pour aller à l'arête? Allez, on est là d'ici 25 minutes. Le blessé est dans un endroit très escarpé, à près de 1000 mètres d'altitude. C'est Philippe, le chef d'unité Grimpe, qui commande l'opération. On prend les pansements du sac médical. La marche va être longue et difficile. Ah là, il faut rien oublier. William charge son pactage. C'est parti pour 45 minutes de marche et 1500 mètres de dénivelé, avec un sac de 40 kg sur le dos.
Entraînés pour ce genre d'intervention, les pompiers grimpent à vive allure dans la garrigue provençale. C'est bon pour toi le passage là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Le blessé n'est plus très loin. Dragon, l'hélicoptère de la sécurité civile est lui aussi en approche. Philippe et l'équipe du Grimpe arrivent au contact du groupe d'alpinistes. Premier réflexe pour William, sécuriser l'intervention des pompiers. Bon, ouais. J'ai fait un nœud directement de 8 autour de l'arbre. C'est vraiment pour pouvoir évoluer, effectuer le brancardage sans danger. Poussé par le vent et il y a un risque. Même si on a l'habitude, il y a un risque de tomber. Les pompiers s'attachent à une corde car la victime est en contrebas de la paroi. Veillé par 2 camarades, l'alpiniste est au bord du vide, seulement retenu par un buisson. Au-dessus de lui, une pierre est tombée de la paroi en plein sur son crâne. Son casque s'est fendu sous la violence du choc. L'hélicoptère de la sécurité civile est venu en renfort d'un département voisin, tout comme Olivier, le pompier en charge de l'évacuation du blessé. L'appareil va tenter de le déposer sur les rochers. Avec le vent, la manœuvre est compliquée. À peine arrivé au sol, Olivier interroge Philippe pour savoir si la victime est prête pour l'élitroyage. Comment elle est la victime? Pour Philippe, le chef du Grimpe, l'état de l'alpiniste est préoccupant. Là, il est Un dragon du SSH, donc pour l'instant on est en train de faire un bilan de la victime pour voir si son treuillage est possible directement avec le baudrier reçu. Olivier voudrait accrocher le blessé au filin du treuil par son baudrier. Un harnais avec des sangles pour s'attacher à la corde d'escalade. Une manœuvre risquée qui pourrait aggraver ses blessures. Comment ça donne les douleurs du dos et tout ça? Au dos et au niveau des cervicales, il a mal. Dos et cervical. Un dos sévèrement touché et un traumatisme crânien. L'évacuation par le baudrier s'annonce compliquée. Philippe ne veut prendre aucun risque. Il vaut mieux l'allonger. S'il faut l'extraire, on l'allonge. Pour allonger le blessé et le conditionner, Olivier va faire appel à l'hélicoptère pour récupérer un matelas coquille. Il faut déplacer le blessé en douceur. Il a peut-être des fractures qui pourraient le paralyser. Où est-ce qu'on vous fait mal? C'est où t'as mal? Le dos. William prend les commandes du brancardage. Allez, attention pour lever. Engagez la civière. Allez, on avance. Allez, levez. La sécurité du blessé et des pompiers ne tient qu'à un buisson accroché à la paroi et à leur corde. Et la difficulté, c'est qu'il ne faut absolument pas que la civière glisse. Bon, là, elle est retenue par les arbres, malgré tout, hein, par les arbustes. Ouais, 5 mètres plus loin, là, ouais, c'est le vide. On n'a pas droit à l'erreur. Pas là, non. Philippe sait que l'opération de sauvetage est risquée. Avant l'élitroyage, il veut rassurer la victime. Donc vous allez partir en hélico, vous avez compris ça? Ouais. Donc vous êtes sécurisé, ficelé, rien ne peut arriver, ok? Il faut maintenant sortir le blessé du buisson. Alors par étapes, on y va? Allez. Et le brancarder jusqu'au point d'élitroyage. Olivier se méfie du vide. Si on pouvait le poser là, comme ça on sera vraiment en sécurité parce que... Alors, il y a du gaz derrière. Le convoi est à quelques centimètres du précipice. Dans 2 minutes, on est prêt au treuillage. Philippe vient de lancer l'opération sauvetage. Le matelas est équipé d'un harnais avec un mousqueton qu'Olivier va devoir accrocher au treuil de l'appareil. Le pompier va accompagner le blessé dans l'hélicoptère. Par contre, vous ferez gaffe à vous, hein, les gars, parce que vraiment, quand il va descendre, ça va... Le vent plus le souffle de la machine. Dragon 34, ici le SSH, je parlais. Les pompiers ne sont pas très rassurés. Olivier, lui, est très concentré. Il va se retrouver tout seul dans le vide. Attention, ça va souffler là. Donc nous, on dégage ça. L'hélicoptère est en vue. Ah, tu vois, il est tabassé. Un élitroyage à quelques mètres d'une falaise avec un vent violent. Une opération à haut risque, même pour ces pompiers aguerris. Les conditions sont extrêmes. Le pilote n'arrive pas à stabiliser l'appareil. Il essaie de s'approcher au maximum sans se cracher sur la paroi rocheuse. Impossible pour Olivier d'attraper le filin pour l'accrocher au mousqueton. Des rafales à plus de 90 km/h font tanguer l'appareil.
L'hélicoptère est à quelques centimètres des rochers. Après plusieurs tentatives, le pompier réussit à s'accrocher. Opération réussie pour le Grimpe, pour le plus grand soulagement de Philippe et de son équipe. Ah, c'est une des meilleures inters de ma vie, ça. Moi, je me suis coupé en rondelles. La moindre erreur aurait pu être fatale aux blessés et aux pompiers. Un exploit que seul William et ses collègues pouvaient réussir. On a pu voir que les patins se sont retrouvés à peut-être 10 cm du rocher, donc intervention compliquée. Oui. Ah là, quoi qu'il arrive, il y a besoin du Grimpe. Là. Rien que pour le matériel, il n'y a que nous qui l'avons, donc il n'y a pas le choix là. Pour William, c'est l'une des meilleures interventions de sa jeune carrière. En 2019, les pompiers du Grimpe sont intervenus près de 150 fois pour porter secours aux randonneurs ou aux alpinistes en péril. À Aix-en-Provence, comme dans d'autres villes, la nuit amène son lot de comportements violents et de dérapages. Un vélo et une voiture se seraient percutés. Le cycliste serait sérieusement touché. Un vélo qui a été renversé par une voiture avec quelqu'un qui a été inconscient à un moment donné, a priori. Un homme d'une trentaine d'années est allongé sur le bitume. Mika et ses collègues vont le prendre en charge. Monsieur, c'est les pompiers, on vient d'arriver là. Monsieur, essayez de me parler s'il vous plaît. Vous avez mal à quel endroit? À cette main ici? Oui? C'est ça? Ok. Le cycliste est presque inconscient. J'ai un pouls à 100 000. Ok. Un cœur qui bat trop vite, un indicateur de grand stress. Le cycliste ne serait pas tombé tout seul. Qui est-ce qui conduisait la voiture qui l'a renversée? C'est moi qui l'ai arrêté. D'accord. Parce que moi j'avais l'information qu'il avait été renversé par une voiture. Les pompiers commencent à avoir des doutes sur les circonstances de l'accident. Je vais essayer de voir ce qui s'est passé, vous mettez le collier et après j'arrive. Des automobilistes ont été témoins de la scène. Qui est-ce qui peut m'expliquer s'il vous plaît? Monsieur. Je vous écoute. Il a été poussé par le gars qui a la chemise blanche. Selon un autre témoin, l'automobiliste aurait renversé volontairement le cycliste. J'ai tout vu, le cycliste a grillé le feu rouge, et le monsieur il a suivi, il est venu mettre sa voiture ici, il est sorti de la voiture, il a attendu, et il a la jeté au sol. Il a agressé le monsieur. Pour le conducteur, l'agression décrite serait un peu exagérée. Je me permets d'intervenir parce que je suis celui qui l'a arrêté. Ce monsieur a en fait grillé le feu rouge. Je me suis mis plusieurs fois à sa hauteur en ouvrant la vitre et en lui disant qu'il faisait une bêtise. Ne voyant aucune réaction de sa part, je me suis arrêté. Je l'ai arrêté. Il est tombé par terre. Je ne nie pas le fait que j'ai... Oui. Un blocage qui s'est transformé en plaquage. En le poussant, le conducteur serait tombé de tout son poids sur le cycliste. Ok. Monsieur, on va vous tourner, on va vous mettre sur le dos, pour vous mettre sur le matelas. Et on ira dans l'ambulance au chaud pour prendre toutes les constantes et voir comment ça va. Le jeune homme est tombé sur l'épaule. La tête aurait heurté le bitume. Et ses poignets sont peut-être fracturés. Monsieur, vous avez mal aux mains, c'est ça? Peut-être des coups et blessures volontaires. Les pompiers n'ont pas le choix. Ils vont faire appel aux forces de l'ordre. Il faut qu'on essaie de rester en dehors de tout ça parce qu'on n'a pas vraiment le recul sur ce qui s'est passé et qui a fait quoi finalement. Donc, la police a été prévenue, donc on va essayer d'éclaircir tout ça et voilà. Le conducteur de la voiture est inquiet. Dans l'ambulance, le cycliste est très choqué. Il n'arrive plus à parler. Là, vous avez mal à quel endroit? Allez, ouvrez les yeux. Faites un petit effort, je sais que c'est pas facile, mais faites... Ouvrez les yeux. Pour un feu rouge grillé, le jeune homme va se retrouver aux urgences de l'hôpital de Marseille. La police nationale vient d'arriver. Les forces de l'ordre commencent par interroger le conducteur. Par contre, c'est les témoins qui disent que vous l'avez touché. Je l'ai arrêté. Projeter au sol, c'est une chose. J'étais indifférent, vous vous sentez en droit d'arrêter cette personne. Non, je ne me suis pas senti en droit. Un pétage de plomb qui risque de coûter très cher au conducteur. On va reprendre les choses de plus de marque. Oui, le véhicule est stationné là-bas. Hier. Présenter les papiers du véhicule, carte de l'assurance, ainsi que votre permis de conduire. Si le cycliste porte plainte, le conducteur risque une forte amende et de la prison pour coups et blessures volontaires. La victime sera conduite aux soins intensifs de l'hôpital pour faire des examens complémentaires. Plus que jamais,
les soignants et les pompiers doivent former des équipes performantes pour porter secours aux plus fragiles. À Aix-en-Provence, les soignants du SMUR 13 s'installent carrément dans la caserne. Coucou, comment va et vous? Ça va? 24? Ouais, je fais 24 heures aujourd'hui, oui. Un dispositif unique dans les Bouches-du-Rhône et extrêmement rare en France. Habiba est médecin au SMUR depuis 11 ans. Elle a ses quartiers au cœur de la caserne. Le SMUR Aix-en-Provence est localisé à la caserne. On reste entre 24, ça dépend des gardes, entre 24 et 12 heures. Ça, c'est nos chambres de garde. C'est une chambre pour pouvoir se reposer entre les interventions. À chaque tour de garde, elle essaie de donner une touche personnelle à son logement. Si on arrive à dormir mon duvet et mon oreiller, on s'installe un petit peu, on essaye de s'installer confortablement pour donner vie à cette chambre. Son duvet, des bouquins, un ordinateur pour se sentir comme à la maison. Allez, là, je vais aller voir l'équipage avec qui je travaille la journée au moins. Habiba vit entre sa chambre et le foyer commun avec les pompiers. Elle apprécie le contact avec ses collègues occasionnels. Et c'est du Soluprès, tu sais, j'ai une sinusite. Ok, super, mais par contre... J'en ai 6 là. Tu pèses combien? Sans indiscrétion. 80. Donc tu vas en prendre 4. Ouais. Des pompiers qui n'hésitent pas à profiter de sa présence pour consulter. Diminuera d'un comprimé tous les 3 jours. D'accord, ça c'est top. Ils sont toujours de bons conseils, donc ça nous dépanne bien. Ça permet de se côtoyer toute l'année, et de se connaître et de travailler ensemble. Donc ça, c'est une plus-value pour nous. Super. Merci. De rien. Comme pour chaque garde, Habiba tient à saluer le conducteur du véhicule de liaison médicalisé. Coucou. Ça va? Ça va, merci. C'est moi qui te conduis aujourd'hui? Oui, c'est toi. Bon. Super. Alors on fait le point après. Allez, on fait le point puisque c'est ta deuxième VLM et peut-être que t'es un petit peu stressé. Je veux bien qu'on fasse ça ensemble. Ouais. Allez, super. Ça marche, à tout à l'heure. Super. Allez, à tout à l'heure. Merci. Pour sa deuxième sortie avec un médecin à bord, Corentin va être servi. Ok, allez. Aujourd'hui, pompiers et médecins vont vivre un événement qui marque durablement la vie d'un secouriste. Tenter de sauver une victime d'une mort presque certaine. Habiba est déjà sur le siège passager. Allez, zou. On part sur une douleur thoracique. Allez, allez. On passe à un renfort d'aide. Plus de délai entre l'arrivée des pompiers et celle des médecins. Tous partent dans le même véhicule. Habiba et Corentin ont rendez-vous avec les pompiers d'une autre caserne. Là, on fait jonction. En fait, comme on couvre un très grand secteur, il nous faut facilement entre 25 et 30 minutes pour arriver auprès de la victime. Les pompiers ont eu la très bonne idée de transporter le patient et de se diriger vers nous. Les pompiers de la ville de Tretz se sont arrêtés au péage le plus près de la caserne d'Aix-en-Provence. Un gain de temps considérable qui va s'avérer déterminant. Monsieur de 50 ans qui se plaint d'une douleur thoracique depuis à peu près 20 minutes. L'homme est très anxieux. J'ai mal dans la poitrine, madame. Alors, détendez-vous, on allonge les bras. Faites-moi une piqûre. La victime a ressenti une forte douleur après un violent effort physique. Vous me racontez déjà ce qui s'est passé? Voilà, j'étais à Tretz, Oui. au magasin, et j'ai fait 2 courses. D'accord. J'ai eu peur de manquer mon bus. D'accord. Je me suis mis à courir. Après le bus. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à... Donc vous avez fait un très gros effort. Voilà. Et la douleur s'est déclenchée quand? À ce moment-là. Ah, à ce moment-là. D'accord. J'ai mal au Et cœur. c'est depuis que vous prenez j'ai Regardez-moi, mal. regardez-moi. Ça me descend dans les bras. Dans les 2 bras? La victime n'a pas le temps de répondre. Sa vie va basculer en quelques secondes. Monsieur, L'homme fait un arrêt cardiaque. tu me donnes, je choque. Tu me donnes les palettes. Tu me donnes les palettes. Avec des chocs manuels, Habiba tente de faire repartir son cœur. Le cerveau et les organes ne sont plus irrigués. Au-delà de 30 minutes, les séquelles neurologiques peuvent être irréversibles. Pour Habiba et les pompiers, c'est le début d'une course contre la montre. Allez, on y va. Tu masses, s'il te plaît. Vas-y. En massant le cœur, les pompiers font circuler le sang et l'oxygène dans les organes pour les préserver. Pour faire les bons gestes et sauver la victime, il faut de l'expérience et du sang-froid. Décompresse avec de l'alcool, s'il vous plaît. Tu choques, tu mets actif. Avec le défibrillateur, les secouristes vont envoyer des chocs électriques dans la poitrine de la victime pour faire repartir son cœur. Allez, on continue. Mais le cœur ne repart pas. Vas-y, tu rechoques.
Attention, touche à rien. Au deuxième choc, pompiers et soignants reprennent espoir. Super, c'est bon. On a un pot. Il y a un pot qui est reparti. Oui. Un travail d'équipe qui est en train de payer. Tu peux me le brancher, s'il te plaît? Ouais. J'ai pas suffisamment de force, là. C'est bon, il est branché. C'est bon, on fait tout pour qu'il soit sauvé. En injectant des produits, Abiba tente de fluidifier le sang du patient. Il y a probablement un caillot qui a bouché les artères du cœur. Le caillot a bouché l'artère qui relie le cœur et les organes et provoqué un arrêt cardiaque. Si Corentin pique un sprint, c'est parce que la victime n'est pas encore tirée d'affaire. On sera satisfait. Le médecin nous aura dit qu'il était sorti d'affaire. Pour l'instant, c'est pas gagné. La jointure au péage avec le véhicule médicalisé a peut-être sauvé le patient. Là, on a eu un bon flair, ouais. On gagne sur 20 minutes. Le temps pour sauver une vie. La victime est transportée en urgence à l'hôpital de Marseille pour déboucher son artère. Un sauvetage encore plus spécial pour les secouristes quand la victime approche seulement les 50 ans. Pour nous, en tant qu'urgentiste, c'est très jeune encore. Où vous voulez le mettre? Comment? Où vous voulez? Au fond, pardon. L'homme va subir une angioplastie. Allez, 1, 2, 3. L'introduction d'une sonde qui dilate l'artère pour ensuite aspirer le caillot qui la bouche. Les pompiers sont tenus en haleine, les yeux rivés sur l'écran de contrôle de l'opération. On sera plus satisfait dès qu'on aura le résultat. On va voir si on a travaillé pour rien ou pas. L'intervention est un succès. C'est ça qu'on a aspiré dans la coronaire. Ils ont aspiré le caillot qui était formé ici. Le sang circule à nouveau dans les organes. Les pompiers n'ont pas travaillé pour rien. J'en profite que tu as 5 minutes. Tu estimes ses chances de survie conséquentes ou pas? On lui a donné toutes ses chances pour qu'il s'en sorte, oui. En plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah. On lui a fait un beau cadeau, je pense. Tu lui tiendras au courant. Promis. L'homme a survécu à son arrêt du cœur. Il n'aura aucune séquelle de l'accident qui aurait pu lui coûter la vie. La vie d'un pompier est aussi jalonnée de belles histoires. Des événements qui mettent du baume au cœur aux soldats du feu. À gauche? Ouais. Le centre de traitement des appels des Bouches-du-Rhône vient de recevoir un appel d'urgence rarissime. Le docteur repart sur quoi? Sur un accouchement imminent. Ce serait sa deuxième ou sa troisième grossesse. Donc on n'a pas le choix là. Il faut aller vite. Pour Sébastien, le conducteur du véhicule de liaison médicalisé, et Sonia, le docteur du SMUR, les prochaines heures vont être palpitantes, avec au bout de la nuit, une belle récompense. Ok, alors là, dans 500 mètres, il faut que tu ailles à droite. Donc apparemment, elle a pas de liaison. Tout droit? Elle est déjà dans le VSAV, je crois. Ah non, elle est pas dans le VSAV. Allez, on prend le petit accouchement. Ouais. Des pompiers déjà sur place n'ont pas eu le temps de transporter la future maman dans le véhicule d'assistance aux victimes. Là, je prends le scope. Dans la maison, la dame est déjà en train d'accoucher. Il faut faire vite. Pas le temps d'aller jusqu'à la chambre. On va faire de la place. L'accouchement va se faire dans la salle de bain. Sans péridurale, une piqûre anesthésiante pour soulager la douleur, la future maman souffre le martyre. Car le bébé, lui, n'a attendu personne. On fait tout. Il y a la tête alors. Il y a la tête, très bien. Sébastien et les pompiers doivent installer le matériel médical au plus vite. La dame perd du sang, elle pourrait faire une hémorragie ou s'évanouir. Un risque pour la vie du bébé. Les pompiers et les soignants accouchent la jeune femme, avec les moyens du bord. Vous me dites dès qu'elle est là, je vous accompagne. Allez, on pousse. Allez, on pousse. Allez, on pousse. Encore. Sébastien et les pompiers retiennent leur souffle, prêts à intervenir en cas de complications. Le papa est inquiet, pour lui c'est une première. Non, c'est quatrième enfant. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois. Je vois ça là, surtout à la maison. Un quatrième enfant qui démarre sa vie entre les mains des pompiers et du SMUR. Il est là, ça y est. Très bien, bravo. Il est là, ma belle. Attends, enlevez vos mains, madame, c'est pas grave.
C'est Sébastien et Sonia qui vont enfiler au bébé son premier bonnet pour le tenir bien au chaud. Le papa a eu très peur. L'arrivée des secouristes, c'est comme une aide tombée du ciel. Vous êtes intervenu le bon moment, parce que je ne sais pas comment j'aurais dû faire sans vous. Vous êtes les anges. Le papa a aussi un petit mot pour la maman de ses enfants. Elle est très très courageuse. Oui, elle est courageuse, votre femme. Ouais, très. Avec Sébastien, Sonia examine le bébé. Allez, c'est bon. Au niveau de l'examen clinique, il est parfait, ce petit bébé. Heureux. C'est bon. Vous avez des enfants? Non, non. Mais c'est mon premier, du coup. Il faut que quelqu'un me récupère le bébé pour que je puisse réguler l'appel. C'est Yvan, 50 ans, qui va prendre soin du bébé. Le plus important, voilà, c'est de bien la garder au chaud. Hein, et bien tenir la tête. Bon, je pense que vous savez. Vous avez des enfants? Oui. Voilà. J'en ai 3. Allez, voilà. Le véhicule de liaison médicalisé est arrivé in extremis pour accoucher la maman. Puis là, on est arrivé, c'était vraiment la dernière limite, hein, vous avez vu. On fera 5 unités de Santo. C'est arrivé de suite. Quoi. Sur une minute. Vous avez vu, il faut réchauffer rapidement. Quoi. Il ne faut pas qu'il ait froid ou quoi. Donc, si elle se retrouve toute seule ou quoi, ça peut être risqué. C'est en bonne santé. Mais le bébé et la maman se portent bien. Une naissance plutôt rock'n'roll. Surtout pour de jeunes pompiers. C'est un bon moment. C'est l'heure de débriefer l'intervention pour l'équipe mixte. Une expérience qui marquera Yvan pour longtemps. On fait l'action, après en arrivant, c'est vrai qu'en voyant la tête de suite, on se dit qu'il y a l'urgence. Voilà, quoi, c'est sûr. On va en discuter. Hein. Ouais, non, mais C'était votre premier? Ouais, premier. Ouais. 30 ans de pompier, mais premier quand même. Voilà, parfait. Donc, voilà, ouais. Bah, ça s'est super bien passé. Ouais. Bon, après, compliqué pour la maman, mais on a fait au plus vite et c'était un bon travail d'équipe. À la prochaine. Ben voilà, c'est ça. Allez. Bravo tout le monde. Merci, bravo. Merci. Des applaudissements nourris pour une naissance délicate, parfaitement gérée par les pompiers et les soignants. Des événements qui redonnent le moral et du courage aux soldats du feu de la caserne la plus sollicitée de France. En 2019, les pompiers d'Aix-en-Provence ont fait près de 20 000 interventions.